Salut à toutes et à tous, j'espère que vous tenez bon où que vous soyez. Un tournant politique spectaculaire a eu lieu en France. Ce 12 octobre 2025, Bruno Retailleau a quitté la scène, il n'est plus aux commandes du ministère de l'Intérieur. Et devinez qui hérite du fauteuil Laurent Nunez, une figure bien connue du paysage sécuritaire français. Ce nom parle peut-être aux Français, mais de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, il reste sans doute méconnu du grand public. Et pourtant, ce nouveau patron de la place Beauvau n'est pas un inconnu dans l'histoire algérienne, il est littéralement le produit d'une mémoire partagée. Car oui, Laurent Nunez n'a pas simplement étudié les relations algéro-françaises, il les porte dans son ADN. Ses parents nés en terre algérienne, ils y ont traversé les années charnières jusqu'à ce fameux été 1962 où l'Algérie prend son indépendance. À ce moment-là, ils tournent la page, fermant le chapitre algérien et partent s'installer à Bourges dans le cœur géographique de la France. Une trajectoire de vie marquée par l'exil, le déracinement et une histoire franco-algérienne qui s'écrit dans la chair familiale. Bruno Retailleau rideau. Il quitte la scène et c'est un tout nouveau chapitre qui s'ouvre avec l'arrivée de Laurent Nunez, fraîchement nommé au ministère de l'Intérieur. Alors forcément la question se pose, ce changement de casting va-t-il calmer le jeu entre Paris et Alger ? Certains espèrent un retour au dialogue, une détente diplomatique, mais est-ce que les racines algériennes de Nunez suffiront à débloquer la situation ? Pas si sûr, car le vrai nœud du problème, ce n'est pas Retailleau. On l'oublie vite, mais il n'a été qu'un épisode, certes bruyant, dans une crise déjà bien installée. Le vrai choc, l'étincelle d'origine, c'est quand la France a validé en juillet 2024 la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et c'est là que les relations ont commencé à flamber. Ensuite, évidemment, tout s'est enchaîné, les tensions avec Retailleau, les polémiques sur les migrants, les influenceurs algériens, les opposants réfugiés à Paris, l'affaire MLDZ. Autant de braises sur un feu déjà allumé. Mais que les choses soient claires, le brasier, lui, n'a pas pris feu à cause de Bruno Retailleau. Les vraies hostilités ont éclaté dès les premiers mois de 2025, bien avant que son nom ne monopolise les titres. À la fin de 2024, la tension monte d'un cran. En novembre, Balam Sansal, proche ami de Bruno Retailleau, est arrêté, un événement qui secoue tout l'équilibre déjà fragile entre Paris et Alger. Puis, comme si ça ne suffisait pas, le tout début de 2025 voit éclater une nouvelle tempête, la fameuse crise des influenceurs. Sur les réseaux, une armée de créateurs pro-régime employés par des structures directement reliées au pouvoir algérien se transforme soudain en machine de propagande. Manipulés, téléguidés, galvanisés par des cercles d'influence bien placés, ces influenceurs franchissent la ligne rouge, ils ne se contentent plus de défendre une idéologie, ils appellent carrément à la haine, à la violence. Certains vont jusqu'à inciter à des agressions ciblées contre les opposants algériens exilés en France. Oui, vous avez bien entendu, des appels directs à des actes violents, à des représailles personnelles, un dérapage public brutal et profondément inquiétant. C'est là que les choses ont commencé à basculer. Ce qui n'était au départ qu'un tumulte médiatique autour des influenceurs a rapidement débordé sur un sujet autrement plus explosif, l'expulsion des ressortissants algériens jugés menaçants pour la sécurité nationale. Et là, le ton est monté. Un véritable bras de fer s'est engagé entre Bruno Rota et les autorités algériennes. Rota, fidèle à sa ligne dure, voulait aller vite frapper fort et expulser sans traîner les profils considérés comme dangereux. Mais il n'a pas fait que hausser la voix. Il a aussi mobilisé la DGSI, le service de renseignement intérieur français, réputé pour sa discrétion et son efficacité. Un service civil rattaché au ministère de l'Intérieur, à la différence de l'Algérie où les renseignements dépendent de l'appareil militaire et présidentiel. Et la consigne était claire, enquêter sur les réseaux d'influence algériens actifs en France, traquer les relais du régime, remonter la chaîne jusqu'au plus haut cercle. Entre décembre 2024 et avril 2025, le conflit franco-algérien tournait quasiment en boucle autour d'un seul homme, Bruno Rota. C'était lui le protagoniste principal, le catalyseur de toutes les tensions. Sa stratégie musclée, ses décisions sans détour, ses confrontations frontales avec le pouvoir algérien, tout passait par lui. On ne parlait plus de diplomatie, mais de duel personnel. Puis à l'aube de l'été, le climat s'est temporairement adouci. Entre juin et juillet 2025, une parenthèse d'illusion
a laissé croire à une possible sortie de crise. Pourquoi ? Parce que les proches du président Tebboune ont soufflé à l'Élysée que la grâce présidentielle de Balam Sansal était imminente. Une promesse officieuse distillée habilement qui a fait naître l'espoir côté français, avant de fondre comme neige au soleil. Arrivé à la fin juillet début août 2025, le rideau tombe, l'Élysée ouvre enfin les yeux. Le soi-disant geste de bonne volonté de Tebboune, une mise en scène. Aucune grâce présidentielle, aucun Balam Sansal, libéré juste un leurre diplomatique pour gagner du temps. Et forcément, la douche froide est immédiate côté français. Résultat, Macron piqué au vif décide de ne plus jouer au naïf. Il embrasse sans hésiter la stratégie musclée de Bruno Retailleau. On parle ici de la fameuse réponse graduée, pas de fleurs ni de courbettes, mais des coups de pression méthodiques, sanctions ciblées, menaces, assumées, enquêtes en profondeur, remise à plat des passe-droits, jusque-là accordées aux institutions et figures proches du régime algérien en France. Bref, le ton se durcit et Paris renvoie la balle. Avec effet, Bruno Retailleau a quitté le navire, ça y est. Mais est-ce que son départ annonce la fin de la ligne dure adoptée par Paris vis-à-vis d'Alger Mystère? Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir algérien a personnalisé le bras de fer, concentrant toute l'hostilité sur un seul visage. Exit les débats sur le Sahara occidental ou sur la reconnaissance du Maroc. Ces sujets sont soudain relégués au second plan, comme s'ils n'avaient jamais été au cœur de la dispute. Non, ce qui comptait vraiment pour le régime, c'était de faire tomber Retailleau. Pourquoi ? Parce qu'il a frappé là où ça fait mal. Pas à l'Algérie en tant que peuple, non, mais au régime lui-même. Il faut l'admettre, il leur a fait très mal politiquement, stratégiquement. Bien sûr, les conséquences ont été lourdes pour la population algérienne en France. De nombreux ressortissants ont vu leur vie administrative se transformer en parcours du combattant, dossiers bloqués, titres de séjour non renouvelés, naturalisation ralentie, régularisation quasi impossible. Et pour les sans-papiers, dont une grande majorité sont d'origine algérienne, c'était carrément la traversée du désert. Mais soyons clairs, ce ne sont pas les citoyens algériens lambda qui ont le plus souffert de la méthode Retailleau, ce sont les puissants d'Alger. Et pas qu'un peu, leur liberté de mouvement confisquée, fini les allers-retours tranquilles entre Paris et Alger pour eux et leurs petites familles. Mais le coup de grâce, c'est venu des enquêtes. Oui, les projecteurs ont été braqués sur leur fortune, leurs appartements cachés dans les beaux quartiers, leurs investissements suspects. On a ouvert les dossiers, fouillé les patrimoines, épluché les comptes. Et comme si cela ne suffisait pas, les relais d'influence du régime en France ont pris un sacré coup. Lobbyistes bien installés, intermédiaires, dociles, réseaux souterrains, agents discrets infiltrés, jusque dans les partis politiques français ou certaines administrations, tout ce petit monde tel un échafaudage invisible s'est effondré. En 2025, l'appareil d'influence algérien en France a été mis à genoux jusqu'au départ de Retailleau. À partir de là, c'est le silence radio dans les rangs des fidèles du régime algérien. Plus un mot plus haut que l'autre, plus un mouvement suspect. Pourquoi ? Parce que la DGSI veillait au grain, les services de sécurité français sur le pied de guerre scrutaient, traquaient, verrouillaient. Les consulats algériens sous haute surveillance comme jamais auparavant. Chaque déplacement d'un officiel algérien, chaque réunion, chaque visite privée devenait un événement passé au peigne fin. On ne laissait plus rien passer, et ce n'est pas tout, toute la galaxie d'influence pro-Alger à Paris a été passée à la loupe. Agents doubles communicants, bien huilés relais médiatiques, proches du pouvoir déguisé en simple contact, tous ont été identifiés, ciblés, confinés dans un périmètre ultra étroit. Résultat, manœuvre réduite à néant, visibilité réduite à zéro, une pression constante qui a littéralement étouffé les réseaux, les forçant à l'hibernation. Bruno Rota a quitté le décor, mais le scénario a-t-il vraiment changé? Rien n'est moins sûr. Car si l'acteur principal a fait ses valises, la pièce, elle continue peut-être avec le même script. Il faut se souvenir d'un détail crucial. Dès les premiers jours d'août, Emmanuel Macron en personne a pris la plume. Dans une lettre ouverte, il s'est clairement rangé du côté de Rota, validant sa stratégie. Il a demandé des représailles. Il a remis en question des arrangements diplomatiques soigneusement construits avec Alger. Sanctions, suppression d'avantages, révision des passe-droits. L'ambiance n'était pas franchement au dégel. Alors oui, aujourd'hui, c'est Laurent Nunez qui prend la relève.
Un autre style, une autre posture sûrement. Mais est-ce que cela suffira à enterrer l'héritage explosif de Bruno Rota? Rien n'est garanti. Parce qu'on ne remplace pas une politique par un nouveau nom, surtout quand l'Élysée elle-même l'a validé noir sur blanc. Il n'a peut-être jamais été élu, mais Laurent Nunez est du 100% made in machine sécuritaire française. Pas un politique donc, mais attention, il n'est pas non plus un inconnu dans le jeu. Ce monsieur, on le retrouve dans l'ombre de Bruno Rota, en collaborateur fidèle, presque un binôme silencieux. La nuance, elle est là. Nune n'a pas d'agenda électoral. Il n'a pas besoin de plaire aux sondages, ni de séduire les plateaux télé. Et ça change tout. Peut-être qu'avec son profil technocratique, il cherchera davantage l'efficacité que le clash, et pourquoi pas, soyons fous, un terrain d'entente avec Alger. Et du côté algérien, justement, c'est l'euphorie discrète. Tous nos contacts le confirment. À Alger, le départ de Rota est vécu comme un énorme ouf de soulagement. Selon certaines confidences bien placées, le président Tebboune lui-même aurait demandé à ses équipes de commencer à penser détente, de préparer des gestes d'ouverture, voire des initiatives de réchauffement diplomatique. En gros, la bête noire est partie, alors pourquoi ne pas reparler? Côté régime algérien, le départ de Bruno Retailleau a été accueilli comme un vrai bol d'air. Mais attention pas de quoi sabrer le champagne non plus, ce n'est pas eux qui l'ont fait tomber. Ils espéraient, pourtant. En bloquant les laissez-passer consulaires, en boudant les expulsions des profils sensibles, en refusant de reprendre leurs ressortissants, ou encore en gelant toute forme de coopération avec Beauvau, ils misaient sur une asphyxie diplomatique qui ferait craquer Paris. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Non, la chute de Retailleau n'a rien à voir avec Alger. On remet les pendules à l'heure, ce n'est pas sa gestion musclée de la relation algéro-française qui l'a poussé vers la sortie. Ce qui l'a coulé, une tornade purement interne. Une crise politique made in France, intense, brutale, avec jeu de pouvoir, tension au sommet et surtout une guerre d'ego. Voilà la vraie histoire derrière sa sortie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le divorce entre Bruno Rota-Macron et le nouveau Premier ministre Lecornu n'a rien d'un simple désaccord passager. On parle ici de clash d'ego, de stratégies qui s'opposent et surtout d'un homme Rota qui se voyait déjà à l'Élysée. Oui, l'ambition présidentielle était là, bien présente, trop voyante même. Et dans ce genre de configuration, rester ministre, c'est comme vouloir piloter un avion dans lequel on veut aussi être passager VIP, ça coince. Donc naturellement, il a été éjecté. Et qui hérite du dossier brûlant algérien Laurent Nunez. Moins flamboyant, plus discret et surtout beaucoup plus technicien que tribun. D'après ce qu'on connaît de son parcours et de son tempérament, il pourrait bien être la pièce qui manquait pour relancer le dialogue avec Alger. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là pour briller mais pour agir. Né à Bourges en 1964, diplômé en droit formé à l'ENA, le moule parfait de l'élite administrative à la française, il a d'abord exercé comme inspecteur des impôts avant d'entrer par la grande porte dans la haute fonction publique. Pas de coup d'éclat, mais un parcours de fond. Avant d'entrer dans l'univers sécuritaire, Laurent Nunez avait pris un autre chemin. Il gravit les échelons administratifs à l'ancienne d'abord sous-préfet, puis directeur de cabinet d'un préfet. Rien à ce stade ne le prédestinait à gérer les forces de l'ordre. La police, les services de sécurité. Ce n'était pas son terrain d'origine. Il y était venu plus tard avec méthode et une certaine froideur de technicien. Et pourtant, c'est à Marseille, entre 2015 et 2017, qu'il va vraiment marquer les esprits. Nommé préfet de police dans l'une des villes les plus explosives de France, il prend les commandes avec un objectif clair, remettre de l'ordre dans la maison. Il initie une restructuration des coopérations entre les services, renforce les liens entre police judiciaire, sécurité publique et renseignement. Mais surtout, il s'attaque de front au trafic de drogue en pilotant une vaste campagne de démantèlement des réseaux mafieux. On parle ici du fameux pilotage opérationnel renforcé, mis en place pour fluidifier le partage d'infos, coordonner les interventions et faire du narcotrafic un champ de bataille prioritaire. Marseille s'en souvient encore. Alors forcément, à Marseille, les avis sont partagés. Certains plus sceptiques pointent du doigt les chiffres qui bougent peu, les trafics qui se maintiennent, les règlements de compte qui continuent de faire tomber des corps dans les rues. Pour eux, la méthode Nunez n'a pas changé la donne. Mais de l'autre côté, ses défenseurs rappellent qu'il ne faut pas tout noircir.
Il parle d'avancées notables de réseaux démantelés d'une dynamique enclenchée. Un début de nettoyage, pas une révolution. Quoi qu'il en soit, après ce passage mouvementé à Marseille, sa carrière prend un tournant stratégique. Et pas n'importe lequel, il devient en 2017 le chef de la DGSI, le renseignement intérieur français, le vrai centre nerveux de la lutte contre les menaces intérieures. Mais attention, depuis le clash diplomatique entre Paris et Alger, sous l'ère Rotaillot, la DGSI est devenue le grand méchant loup aux yeux du pouvoir algérien. Ce qui est un peu ironique quand on sait qu'à une époque pas si lointaine, les services algériens et français collaboraient étroitement même pendant les pires périodes de tensions bilatérales. Comme quoi, dans le renseignement, l'amitié est souvent une question de contexte. Alors là, on touche un point presque historique, c'est sans doute la première fois depuis très longtemps, peut-être même depuis 2004, qu'un tel gel complet s'installe entre les services français et algériens. Pendant plus d'une décennie, jusqu'à octobre dernier, les tuyaux sont restés froids, les canaux de communication gelés comme au cœur d'un hiver glacial. Et pour enfoncer le clou, en février 2025, le très loquace Abdou lâchait une déclaration sans détour dans une interview accordée à l'Opinion. Tout ce qui porte la marque Bruno Rotaillot pour nous, c'est non. Pas de coopération, pas d'invitation, pas de discussion. Ambiance. Dans ce contexte glacial, le seul service français encore toléré par Alger restait la DGSE rattachée au ministère des Armées. Pourquoi? Parce qu'elle jouait un autre jeu dans un autre registre moins frontal, plus feutré. Et puis, il faut bien le dire, le camp Le Cornu, lui aussi issu du ministère des Armées, avait su garder un ton plus neutre et une ligne de communication plus digeste pour les autorités algériennes. Bien loin du style bulldozer de Rotaillot. Du côté d'Alger, on ne cache pas sa sympathie, voire son admiration pour cet homme-là. Le favori du moment surtout auprès de l'institution militaire et du grand patron des armées, le général Saïd Chengria. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas contenté de suivre son parcours de loin, il l'a rencontré, échangé avec lui et semble l'avoir adopté politiquement. Petit rappel utile, en janvier 2023, Saïd Chengria avait débarqué à Paris pour une visite officielle express du 23 au 25 janvier précisément. Il y a croisé Bruno Rotaillot, certes, mais c'est bien le Cornu qui a laissé une impression durable. Aujourd'hui, le Cornu peut se targuer d'avoir tissé des relations stables et sans accroc avec les sphères algériennes. Et selon mes informations, toutes croisées, toutes recoupées, sa nomination à un poste clé est perçue à Alger comme une main tendue. Un geste qui pourrait ouvrir la porte à un apaisement diplomatique. C'est en tout cas ce que murmurent à l'unisson les relais proches du pouvoir algérien, ceux bien placés pour sentir les courants à venir. Aujourd'hui, c'est Laurent Nunez qui entre en scène, ancien chef d'un service que le régime algérien adore détester. La fameuse DGSI, symbole d'un État français trop curieux à leur goût. La question brûlante, son passé à la tête de ce service, va-t-il refroidir les velléités de rapprochement ou, au contraire, servir de levier subtil pour relancer le dialogue entre Paris et Alger? Pour le moment, mystère. Mais sa trajectoire ne s'arrête pas là. En 2020, il grimpe encore dans l'organigramme régalien et devient coordinateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste. Rien que ça. Un poste clé directement arrimé à l'Élysée qui exige sang-froid, vision stratégique et une connaissance fine des équilibres internationaux. Et comme si cela ne suffisait pas, juillet 2022, le propulse préfet de police de Paris, autrement dit, patron de toutes les forces de l'ordre dans la tentaculaire Île-de-France. Une fonction où l'on ne peut ni se cacher ni improviser, c'est l'œil et la main de l'État dans la capitale. Laurent Nunez, ce n'est pas un tribun ni un homme de meeting. Son vrai terrain, ce sont les coulisses de la sécurité. Sa carte maîtresse. Une fine connaissance des arcanes du renseignement et une solide maîtrise des rouages policiers. Un technicien pur jus façonné par l'appareil d'État. Pas de discours électoraux, pas d'ambition présidentielle tapie dans l'ombre. On parle ici d'un fonctionnaire, pas d'un politicien. Certes, certains murmurent qu'il pencherait vers la droite. Peut-être. Mais rien qui ne fasse de lui une figure politique à clouer au pilori ou à agiter comme un épouvantail. C'est justement cette neutralité apparente qui lui donne une marge de manœuvre unique. L'autre carte dans la manche de Laurent Nunez, c'est sa filiation.
un lien viscéral avec l'Algérie enraciné bien avant sa naissance. Dans ses veines coule l'histoire des pieds-de-noirs espagnols, ces familles qui, fuyant l'Andalousie à la fin du XIXe siècle, ont posé leurs valises sur les terres chaudes de l'Oranie. Les siens, les Nunes ou Belda, ont fait partie de cette migration. Son vrai nom à l'origine, c'est Nune Belda, un nom qui sent la Méditerranée, l'exil et les traversées. Ses deux parents ont vu le jour en Algérie, le père architecte mais aussi élu local pendant l'ère coloniale à haut rang, la mère institutrice, une famille bien implantée aux racines profondes dans le sol algérien. Mais comme beaucoup d'autres, l'histoire les a rattrapés. En 1962, à l'heure de l'indépendance, ils sont rapatriés vers la métropole. Ils atterrissent à Bourges, cette ville tranquille et un peu oubliée, nichée au cœur de la France dans le Cher. 2 ans plus tard, naît Laurent, une trajectoire personnelle tissée entre 2 rives, 2 mémoires, 2 douleurs. Chez Laurent Nune, l'Algérie n'est pas qu'un sujet diplomatique, c'est une cicatrice familiale, une histoire gravée dans l'intime. Très attaché à ses parents, il a grandi bercé par leurs récits, ces fragments d'un monde perdu entre mer et soleil, où la nostalgie se mêle à la fierté. Il est d'une certaine manière l'enfant de 2 mémoires, celle de la France et celle d'une Algérie qu'il n'a jamais connue mais qu'il porte en héritage. L'Algérie, il ne la découvre pas dans les livres, mais à travers les souvenirs de son père et de sa mère, des souvenirs d'une autre époque, celle des pieds noirs d'une Algérie coloniale aujourd'hui révolue. Pourtant, cette Algérie-là, idéalisée ou douloureuse, a façonné sa personnalité. Elle lui a transmis une forme de lien charnel, presque instinctif avec le pays, et c'est ce lien paradoxalement né de la rupture qui demeure fort. Les pieds noirs n'ont jamais vraiment tourné la page. Ils avaient grandi là-bas, connu la lumière d'Oran, les ruelles, les visages. Quitté cette terre en 1962, s'était arraché une part d'eux-mêmes. Nunes a hérité de cette mémoire blessée mais vivante. Pour certains analystes, cet héritage familial peut ressembler à une pièce à double face d'un côté, la mémoire de l'autre, l'amalgame. Il arrive qu'on accuse les enfants de pieds noirs de verser dans une sorte de romantisme poussiéreux, idéalisant la colonisation comme une époque bénie enjolivant un passé marqué par la domination. Mais ce cliché mérite d'être nuancé. Personnellement, j'ai croisé des descendants de pieds au noir qui, loin de tout discours révisionniste, portaient un amour sincère pour l'Algérie d'aujourd'hui sans jamais chercher à justifier les injustices du passé. Leur attachement n'était pas une nostalgie de l'Empire, mais plutôt une affection vivante tournée vers le futur. Ces voix-là, bien qu'un peu étouffées par le tumulte des débats historiques, souhaitent des rapports francs, respectueux, lucides. Elles aspirent à un dialogue entre les 2 rives dépourvues de culpabilité malsaine comme de glorification mal placée. Bref, elles rêvent d'un lien apaisé débarrassé des fantômes. S'il y a bien une figure qui aujourd'hui semble avoir toutes les cartes en main pour apaiser les tensions, c'est bien Laurent Nunez. Quand on fait le bilan de son parcours, à la croisée des chemins entre sécurité d'État, expertise technique et mémoire familiale profondément ancrée en Algérie, on comprend vite qu'il n'arrive pas les mains vides. Son lien quasi organique avec l'Algérie, forgé autant par l'histoire personnelle que par le terrain professionnel, lui confère une forme de légitimité rare. Contrairement à ces hommes politiques qui doivent composer avec les sondages, flatter les électeurs et polir leur discours en espérant décrocher une présidentielle Nunez, ne cherche pas à séduire les urnes. Il n'a ni pancarte, ni programme, ni slogan. Lui, c'est l'homme du terrain de l'analyse froide des dossiers sensibles, un technocrate pur jus. Et c'est peut-être justement ça son arme secrète, la capacité à agir sans l'ombre d'une ambition électorale, sans calcul d'image, sans œillères idéologiques. On pourrait presque croire que la solution au blocage entre Paris et Alger se cache au moins en partie dans les dossiers que détient Laurent Nunez. Ce n'est qu'une hypothèse, mais une hypothèse plausible. Encore faut-il que l'autre moitié de la clé, celle qu'on imagine dans les tiroirs feutrés du régime algérien, soit utilisée avec un minimum de bonne foi. Car désormais, c'est à Alger de jouer. On nous souffle ici ou là que des gestes de détente seraient envisagés. Mais dans les faits, tant que Bohan Sansal et Christophe Glaise croupissent derrière les barreaux difficiles de prendre au sérieux les discours de réconciliation. Les paroles s'envolent, les prisonniers restent. Tu veux calmer le jeu avec la France? Très bien.
Mais commencer une réconciliation tout en gardant sous verrou deux figures emblématiques du malaise franco-algérien, c'est un peu comme prétendre éteindre un feu en versant de l'essence dessus. Christophe Glaisse, journaliste sportif reconnu, et Boualem Sansal, écrivains respectés, sont devenus malgré eux les symboles de ce nœud diplomatique. Tant qu'ils croupissent dans des cellules, l'Algérie ne pourra pas prétendre tendre la main sans se contredire elle-même. Faire un geste. Ce serait plus qu'un bon signal, ce serait le premier vrai pas vers la décrispation. Et pourquoi ne pas frapper fort pour une fois et libérer les deux d'un seul coup? Alors oui, prudence est mère de sûreté, rien n'est figé et tout reste à prendre avec des pincettes. Car ne l'oublions pas, le gouvernement de Le Cornu, dans sa configuration actuelle, tient plus du château de cartes que du roc solide. Il vacille. La majorité parlementaire absente. Les oppositions grondent, les motions de censure guettent. On parle même dans les couloirs du pouvoir d'un effondrement possible. Alors survivra-t-il? C'est toute la question. Mais si cette équipe tient bon, si Le Cornu garde son fauteuil et que Laurent Nunez continue de piloter l'intérieur, alors là oui, on tient une fenêtre de tir idéale pour initier une vraie dynamique de dialogue. Un momentum fragile mais précieux pour esquisser enfin un rapprochement franco-algérien. Quand j'évoque la réconciliation, qu'on ne s'y méprenne pas, il ne s'agit ni d'un plaidoyer pour les dirigeants d'Alger, ni d'un blanc-seing offert au régime de Tebboune. Je n'ai jamais mâché mes mots à leur sujet et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ma position reste et restera fermement critique sans détour ni complaisance. Mais il serait absurde de résumer la relation franco-algérienne aux humeurs d'un pouvoir autoritaire. Car au-delà des figures du moment, il existe entre la France et l'Algérie un enchevêtrement d'intérêts profonds, mémoire partagée, histoire tumultueuse, enjeux économiques de poids et surtout un lien humain indélébile. Des millions de femmes et d'hommes aux identités mêlées vivent ce pont entre les deux rives au quotidien. On peut bien détester le régime algérien, le qualifier de corrompu, d'autoritaire, de tout ce que vous voulez, mais cela ne devrait jamais nous empêcher de soutenir un rapprochement entre Alger et Paris. Pourquoi? Parce qu'une relation assainie entre les deux capitales est capitale justement pour préparer l'avenir. Même pour ceux d'entre nous qui rêvent de démocratie, de liberté fondamentale et d'une gouvernance propre en Algérie. Être opposant, ce n'est pas vouloir l'isolement. On peut très bien critiquer le régime avec virulence tout en défendant une diplomatie apaisée. Car non, des tensions permanentes avec la France n'ont jamais fait progresser la cause démocratique en Algérie. C'est même l'inverse, elles divisent, la diaspora fragilise. Ses droits briment ses perspectives, mettent en péril des intérêts algériens à l'étranger et au passage nuisent à l'image du pays sur la scène internationale. Faut-il le rappeler? La France, ce n'est pas un petit acteur, c'est un pilier de l'Union européenne, un membre influent du Conseil de sécurité de l'ONU, un levier diplomatique et économique que l'Algérie ne peut pas se permettre de négliger. Ce n'est pas trahir l'Algérie que d'éviter de la couper du monde. C'est justement pour la sauver qu'on veut la changer, pas pour l'anéantir. Pas pour l'anéantir.